Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Classique Mystère. Donc le principe de Classique Mystère, c'est de vous présenter un classique du cinéma tous les dimanches. Alors un classique, on va considérer que c'est des films qui sont avant les années 2010, voilà. Et le but, c'est que ce ne soit pas toujours des films ultra connus, parce que le principe, c'est que je vais découvrir des films, et je vais vous en parler tous les dimanches. Donc c'est pas des films que j'aurais vus il y a très longtemps et dont j'ai envie de vous reparler, c'est vraiment des films que je vais découvrir, que je vais me forcer à les creuser pour aller trouver des films un peu classiques, on va dire, de tous les pays, de toutes les époques, pour aller vous en parler de un chaque dimanche. Et le truc aussi, c'est que vous ne saurez pas quel film c'est avant de lancer la vidéo. Voilà ma miniature, il y a une petite indication, peut-être que vous en douterez, l'affiche là, elle est pas totalement lisible, et dès que je vais vous décrire le film, eh ben, vous devez trouver rapidement, et à un moment, bah, vous allez finir par comprendre de quel film je parle, et là, on va vraiment parler du film. Donc le premier épisode, ça va parler d'un film des années 60, d'un polar qui est mais immensément culte, un polar avec qui? Bah avec Lino Ventura, évidemment, dans les années 60. Alors là, vous commencez à vous dire, je commence à savoir de quoi il parle. C'est vraiment un film, on a l'impression que tous les Français l'ont vu. Je pense que c'est peut-être le film le plus emblématique des années 60. C'est un film en noir et blanc, qui va parler de plus ou moins de mafieux, donc avec Lino Ventura, réalisé par Georges Lautner, donc là c'est bon, vous le tenez, dialogué par Michel Audiard, et oui, le premier épisode de Mystère Classique Mystère, ça va être sur les Tontons Flingueurs. Et donc oui, j'ai découvert les Tontons Flingueurs très récemment, donc ça fait partie de ces genres de films où t'en entends parler, mais tout le temps, t'as l'impression que si tu ne l'as pas vu, il te manque une partie de la culture française en toi, quasiment. Bah, c'est limite des films où j'avais vu des séquences, que je connaissais des répliques, mais je ne l'avais jamais vu. Donc, récemment, Jessica me l'a montré, parce qu'elle avait besoin de le voir, et je me suis dit, bah tiens, bonne occasion de le découvrir, donc on s'est mis dans de bonnes conditions, et on a donc découvert les Tontons Flingueurs. Le premier constat sur les Tontons Flingueurs, c'est que l'histoire est quand même très bateau, difficile à résumer, enfin ça raconte vraiment pas grand-chose, hein. Donc le scénario, je vous le fais vite fait, il y a un ancien mafieux qui décède, plus ou moins. Donc Louis, dit le Mexicain, va décéder parce qu'il est malade, et il confie la garde de sa fille ainsi que ses affaires à son pote, Fernand, qui est interprété par Lino Ventura. Donc Fernand va devoir s'occuper de la fille de Louis, qui est donc une jeune femme d'une 16, 17 ans, 18 ans, dans ces eaux-là, et va surtout devoir remettre de l'ordre dans ses affaires, parce que ces affaires, alors elles sont divisées en 3 parties. Il y a un couple de frères qui tiennent un cercle de jeu, il y a un Allemand qui tient une distillerie, et si je me trompe pas, il y a un autre mec qui tient un bowling, je pense qu'il fait partie aussi de l'affaire. Voilà, donc Fernand va devoir essayer de lutter contre ces gens qui veulent prendre le pouvoir et profiter de la mort de Louis. J'ai été surpris parce que je pensais que c'était un vrai polar, et en fait on est beaucoup plus dans la comédie, vraiment, c'est vraiment quasiment un pitch de comédie. C'est vrai que le titre, Les Tontons Flingueurs, est plus comique que polar. Et en fait, oui, c'est un mec qui débarque et qui doit gérer plein de problèmes, jouer le dur avec des mafieux, essayer de remettre tout le monde à leur place, et voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, c'est dialogué par Michel Audiard, et c'est principalement pour ça que le film est célèbre, à mon avis, c'est que les dialogues sont savoureux au possible. Il y a vraiment un nombre de répliques super cultes qui s'enchaînent toutes les 50 secondes, quoi. Donc la plus connue pour moi, ça reste les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, alors tout le film a été tourné dans une maison, parce que voilà, c'est un film à très petit budget, en fait, ils ont vraiment alloué un petit budget, ils leur ont dit, bah allez, vous avez 5 semaines dans cette baraque, amusez-vous. Et donc tout le film est tourné dans une baraque qui a été louée par la Gaumont à l'époque, donc c'est un film qui est pas un huis clos, mais vraiment pas loin, il y a très peu de décors annexes, il y a une péniche qui est supposée être une table de poker de jeu, où en fait les mafieux se réunissent et font des réunions, et t'as un endroit avec un bowling au départ, mais après il y a une distillerie, mais sinon tout le reste, c'est quasiment dans cette maison, et on alterne entre les séquences où Lino Ventura essaye de se faire copain-copain avec la fille de Louis, et en même temps il essaye d'être paternaliste, et en même temps il y a les mafieux qui viennent chez lui pour essayer de gérer les affaires, enfin, c'est un espèce, on n'est pas dans le vaudeville, parce que c'est pas du tout un ton, ça marche pas du tout sur des quiproquos ou quoi que ce soit, mais on est vraiment sur cette maison où toutes les actions vont se passer et s'enchaîner. Alors évidemment, il y a la scène culte qui est la scène de la fête avec les boissons, avec le fait qu'ils essayent cette espèce d'alcool hyper fort, et que voilà, ils ont tous des réactions hyper drôles, ils finissent tous de plus en plus bourrés. Donc évidemment, c'est un film de personnages et surtout d'acteurs, hein. Donc il y a Lino Ventura qui est vraiment, mais qui tient le film, enfin qui incarne ce personnage de manière Lino Venturesque, quoi, vraiment. J'ai pas vu énormément de films du monsieur, mais là il y a vraiment ce côté taciturne, à la fois cynique, à la fois toujours en décalage avec la situation, qui se croit super intelligent et surtout qui est vraiment d'une virilité sans faille. Enfin, il y a ce côté. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le film lui fait un peu défaut parce qu'en fait il se fait manipuler pendant quasiment les 3 quarts du film.
et il a l'impression d'être de tout maîtriser, quoi, d'être vraiment l'homme de la situation, mais à la fois il a pas vraiment envie d'être dans cette situation, alors qu'en fait il se retrouve vraiment à se faire plus ou moins maîtriser, pas maîtriser, mais plus ou moins manipulé par Théo, le mec, l'allemand qui fait de la distillerie, quoi, qui lui fait croire justement, en fait Théo l'allemand, c'est plus ou moins l'antagoniste du film, c'est-à-dire qu'il va créer des conflits entre lui et les deux frères qui tiennent, je crois, le cercle de jeu. Et donc bah, Lino Ventura va aller casser la gueule plusieurs fois aux deux frères qui tiennent le cercle de jeu. Les deux frères, donc il y en a un qui est interprété par Bernard Blier, et donc il joue le mec, comment dire, il joue un mec qui se voudrait vraiment dur, mais qui à la fois l'est pas du tout, quoi. Donc à chaque fois il se fait un peu victimiser, il se prend des baffes quasiment tout le film, mais à la fois il est en mode ah mais je l'aurai un jour, vous allez voir, il va voir ce qu'il va voir celui-là. Enfin il y a ce côté un peu revanchard, pathétique, quoi. Et donc pour le coup il est vraiment, il est parfait dans le rôle, quoi. Il dégage. Enfin, il est hyper attachant et drôle, quoi. Enfin, c'est vraiment une vraie comédie. Et à son frère, que j'adore, je trouve qu'il a une espèce de... Donc une petite... il a c'est un petit personnage qui a un petit physique et qui parle avec une voix très nasillarde et qui est toujours un peu comme ça, il ressemble un peu à Droopy, quoi. Et donc lui il est interprété par Jean Lefebvre, et pareil le duo fonctionne vraiment bien, et t'as pas l'impression qu'ils ont fait des caricatures avec l'intelligent et le débile ou quoi que ce soit, non, c'est vraiment un vrai duo, et chacun a sa manière d'interagir. Il y en a un qui veut jouer le fort et qui se met plus en avant, et l'autre qui est toujours en retrait, assister au fait que son frère se fasse défoncer et tout ça, et franchement je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Donc il y a plein de personnages comme ça qui gravitent autour de tout ça. T'as Claude Rich qui va jouer le petit copain de la fille de Louis, donc qui est agaçant au possible, qui est un espèce de compositeur un peu un uluberlu, qui se prend, qui joue avec les mots, qui essaye de charmer tout le monde en étant un peu ce côté aristo pourrave. Enfin, il est détestable, et d'ailleurs il se fait virer d'une soirée à un moment parce qu'il est vraiment agaçant, et donc il tire sur les nerfs de tout le monde, et d'ailleurs ça tire sur les nerfs de Lino Ventura, et on est vraiment dans la position de Lino Ventura à se faire énerver par ce Claude Rich qui est agaçant au possible. Donc lui il joue très bien son rôle, franchement sa partition, mais t'as envie de lui caler des torgnoles quasiment toutes les 3 minutes, quoi. T'as Francis Blanche qui joue le notaire, donc qui est genre le mec qui était en charge des affaires avant que Louis décède, et qui essaye de mettre un peu de l'ordre dans tout ça, et donc qui confie un peu le bébé à Fernand justement. Donc il est à la maison, et c'est lui qui s'occupait de la fille de Louis, parce que Louis en fait il était exilé au Mexique, il se faisait appeler le Mexicain, enfin voilà. Donc il y a tous ces personnages, il y a le majordome aussi qui parle en anglais une phrase sur 3, enfin c'est assez particulier, c'est un peu grotesque, donc c'est un ancien tolard qui a essayé de voler la maison et qui finalement s'est retrouvé à faire majordome. Enfin les personnages sont tous un peu... Ouais, il y a tout ça un côté absurde, et absurde, mais c'est pas un absurde genre forcé, c'est juste un absurde latent, quoi. Tout est un peu absurde, mais à la fois, il y a une forme de cohérence qui s'en dégage, qui fait que je comprends totalement que le film est en décalage avec tout ce qui devait se faire à l'époque, parce que c'est pas une parodie, c'est pas un film qui est vraiment ouvertement ridicule, mais il y a cette espèce de forme de décalage total de chaque situation qui s'en dégage. Et franchement, il y a des films comme ça, tu sens que l'alchimie se fait, quoi. Et l'alchimie, pour le coup, là, la scène qui le montre vraiment, c'est cette fameuse scène de l'alcool, où ils se bourrent tous la gueule et ils se réconcilient en beurrant des espèces de tartines à je sais plus quel poisson. Et enfin, ils font des sandwichs, quoi, des sandwichs au hareng, je crois. Et donc là, vraiment, tu te rends compte que le film fonctionne parce que c'est 5 acteurs qui adorent jouer ensemble, et qui d'un coup s'envoient des répliques les uns après les autres, jouent l'ivresse, et il y a du fun, c'est vraiment fun, quoi. Il y a un côté feel good, c'est un vrai film feel good, alors que on est quand même dans un film de mafieux qui est moi je pensais pas du tout tomber dans ce registre-là. Après, ça a quand même les codes du film de mafieux, donc t'as les hommes de main, t'as 2-3 fusillades dans le film, ça finit par une énorme fusillade dans une maison qui est jouée un peu de manière, avec un vrai décalage, parce que t'as le beau-père, enfin t'as le père de Claude Rich qui vient à la maison et qui est sourd, et donc il se rend même pas compte qu'il y a une fusillade, donc il y a vraiment un côté comique assumé, là, vraiment t'as un vrai décalage. Là on est quasiment dans le vaudeville avec le côté quiproquo, le mec fait une visite, se rend pas compte que la maison est en train d'être fusillée, et donc les mecs jouent... lui parle normalement, et dès qu'il a le dos tourné, il tire 2-3 balles par la fenêtre. Enfin, il y a vraiment un côté grotesque décalage qui fonctionne bien. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé ça assez ambitieux, par moments pas ambitieux dans le sens où ça prend de l'envergure ou quoi que ce soit, mais on sent qu'il y a vraiment une maîtrise de pas mal d'effets. Donc par exemple, il y a tout un rapport avec les transitions et les coupes qui sont vraiment bien foutus pour créer de l'humour. C'est-à-dire qu'on va finir sur un truc, et la coupe d'après va vraiment venir renforcer ce qui s'est passé juste avant, par le décalage qu'elle montre, ou par le fait de continuer plus ou moins l'humour qui est montré. Donc il y a par exemple toutes ces séquences où Lino Ventura vient caler des baffes à Bernard Blier, pardon, et t'as toujours un petit son qui vient t'amener le comique de la situation, te rappeler qu'on est un peu dans un ton léger et comique. Et donc voilà, il y a vraiment des astuces de montage, des astuces de mise en scène, des astuces sonores, pour réussir à te créer cette ambiance qui est à la fois une ambiance pseudo-film noir et à la fois totalement déconnade. Au final, le personnage qui est peut-être le moins intéressant du film, pour moi, c'est finalement la fille, et cette intrigue, elle est là pour un peu générer la situation, mais c'est pas les moments les plus intéressants, c'est quasiment les moments les plus agaçants, parce que
c'est pas un personnage très sympathique, c'est un peu agaçant, cette espèce d'ado, pseudo-rebelle qui essaye de faire la belle à tout le monde et qui arrive à... Bah, vu qu'elle a pas un père ultra présent qui est capable de vraiment être un père pour elle, elle en profite, elle utilise un peu tout le monde. Mais c'est pas un personnage très attachant, c'est un peu grotesque, enfin, l'actrice elle fait ce qu'elle peut, mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment la composition un peu genre tête à claque. C'est un peu la composition tête à claque, mais pas tête à claque rigolote comme Blié dans le film. Là c'est vraiment la personnage un peu tête à claque, juste un peu agaçante, parce que ces personnages-là sont rarement hyper sympathiques à l'image. Et voilà, il y a tout un moment où elle fugue, et bon, c'est un peu le cœur du film, hein, malheureusement, c'est-à-dire qu'en termes de scénario, on est vraiment dans quelque chose d'assez bateau, et avec cette intrigue de la fille qu'on essaie de plus ou moins de protéger, de remettre dans le droit chemin, machin. Mais bon, c'était pas ce qui est le plus intéressant. Moi, je préfère largement les parties où les mafieux se font des sales coups entre eux et où justement, il y a des quiproquos qui se font engendrer. Avec, on pense que c'est l'un qui a trahi l'autre, qui a attaqué l'autre, qui a fait un accident de camion et tout ça. Mais voilà, donc dans l'ensemble, j'étais agréablement surpris parce que je m'attendais plus à voir un film plus sérieux, plus premier degré. Et en fait, non, c'est vraiment un film qui a beaucoup de décalage vis-à-vis du genre qu'il exploite. Donc ce fameux film noir un peu au film de Melville, de Melville dans les années 50-60. Là, on est vraiment dans quelque chose en décalage avec ça, qui quasiment parodie le genre sans le faire ouvertement, donc c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a été reproché à l'époque, hein. Quand c'est sorti, ça a pas fait un bide, mais en tout cas, ça a été mal accueilli par la presse, qui a vraiment considéré que c'était une parodie, qui était juste un espèce de truc gaguesque, pas forcément très intelligent, et c'est sûrement avec le temps que ça a gagné sa forme d'objet culte, parce que, bah, on y a peut-être compris un peu plus la manière dont ça arrivait à détourner le genre, tout en le faisant vraiment avec un amour du genre, parce que la parodie n'est pas toujours capable de faire. Là, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas exactement dans la parodie, on est dans quelque chose de beaucoup plus respectueux vis-à-vis des codes des films utilisés. Et c'est d'ailleurs dans ce film qu'il y a la fameuse phrase « Touche pas au Grisby, salope !» qui est une phrase que vraiment je pensais sortie du film « Touche pas au Grisby », tout simplement, et en fait non, c'est dans les Tontons Flingueurs, donc voilà. Enfin, là, j'ai la liste des répliques cultes devant moi, et je me rends compte qu'il y a un nombre de répliques qui sont vraiment, mais qui sont rentrés dans l'imaginaire collectif du cinéma français, quoi. Une phrase comme « C'est curieux chez les marins, besoin de faire des phrases », voilà, c'est le genre de phrase que j'ai entendu plein de fois, dit par des gens, quoi. Et encore, j'ai pas pris la plus connue. Moi, pour moi, la plus connue, c'est vraiment les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc, avec un recul de plus de 50 ans, c'est intéressant de se rendre compte à quel point ce film est culte, et c'est toujours particulier d'aborder une œuvre qu'on n'a jamais vue, dont on a autant entendu parler avant de la voir. Moi, fatalement, j'ai pas une déception en le découvrant, mais c'est-à-dire qu'entre le monument que je m'en faisais et le film, fatalement, il y a une force de surprise, genre « Ah ouais, c'est donc ça dont tout le monde parlait tout ce temps-là ?» Mais bon, bah avec un peu de recul, même moi, sur mon visionnage, je me rends compte que oui, c'est un film qui reste en tête, que j'ai envie déjà de revoir, alors que j'ai découvert il y a vraiment très récemment, et je pense que c'est pour ça que c'est un film qui fondamentalement est devenu culte, parce que c'est plus tu le regardes, plus t'as des choses qui te restent en tête, plus t'as envie de rester avec ces personnages, et c'est vraiment un film de personnages, de comédiens, et peut-être que c'est là où il y a une des plus belles bandes du cinéma qui s'est créée dans les années 60, en tout cas ces petits loustiques là, ces petits mafieux, enfin ces petits, ils sont pas du tout petits, mais en tout cas ces mafieux là, ils sont hyper attachants, et t'as envie de vraiment de t'intégrer à leur bande et de les retrouver. Alors il y aura d'autres films de Lautner que je n'ai pas tous vus, par exemple les Barbouzes, où là, c'est devenu vraiment autre chose Lautner, et en tout cas il a pas réussi à retrouver cette espèce de magie, cette alchimie, ce moment où à un instant T, tu fais un film, tu maîtrises pas tout et t'arrives à un résultat qui est incontrôlable et qui fait que le film t'échappe totalement et devient un objet culte d'un pays tout entier. Voilà. Donc écoutez, je vais pas mettre de notes à ces vieux films, ça m'intéresse pas. C'était vraiment pour essayer de vous les forcer d'en parler, ça me fait plaisir de découvrir des films. Donc il y en aura un prochain, dimanche prochain, voilà, on va aller dans d'autres pays, d'autres décennies. Le but, ça va être de parler comme ça de films assez de manière sobre, hein. Je vais pas faire un gros habillage avec des extraits ou pas, c'est pas le principe, c'est pour que je sois sûr de pouvoir faire un épisode par semaine sans trop me prendre la tête. Bah ça va être une petite chronique comme ça, à la cool, pour égayer vos dimanches et vous proposer des films. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à mettre un commentaire sur les Tontons Flingueurs ou sur d'autres films que vous me conseillez de voir que j'aurais peut-être pas vu. N'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à... Bah j'ai tout dit, oui. Vous pouvez aller sur mon Utip, regarder une pub de 30 secondes pour me faire gagner 0,5 centimes. C'est toujours ça de prix. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, allez les bleus! Bonjour, je vous informe que j'ai ouvert un Utip. Vous pouvez regarder des pubs pour subventionner mes futures vidéos. Vous n'avez aucun argent à débourser de votre poche, vous avez juste 30 secondes à perdre. 30 secondes dans une vie, c'est vraiment pas beaucoup. Par exemple, la fin de cette vidéo fait presque 30 secondes. Vous auriez pu regarder une pub et me faire gagner 5 centimes. Centimes, parce qu'on n'est pas en tibes. Merci.